Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ce matin, départ pour un bivouac de 48 heures sans nourriture, avec pour objectif principal la recherche de nourriture et un vrai repas consistant par jour. Hier soir, j'ai préparé mon matériel, la topographie, les itinéraires principaux, les itinéraires secondaires, les cas non conformes, etc. Je pars avec du matériel orienté forêt, un sac de 30 litres chargé à environ 10 kg de poids de base. Alors, un inventaire rapide du matériel maintenant. Donc ici, couteau machette de chez Kabar BK9. Ici, petit couteau Mora. Ici, la scie Pocket Boy. Des gants pour les déplacements en forêt, en particulier doublés en Kevlar. Ici, sac étanche avec du linge de rechange. Lampe torche, lampe frontale. Une carte détaillée de la région avec une boussole. Des lunettes polarisantes pour la pêche, un kit pêche qu'on verra en détail plus tard dans la vidéo. Ici une fouane, ici une trousse de premier secours contenant en particulier aussi des pastilles pour la décontamination de l'eau. Un kit feu que vous connaissez plus ou moins, de l'écran anti-insectes, anti-moustique mais aussi anti-tique important, Ziploc, cartouche de gaz, la tête pour le cartouche de gaz. Alors ici vous avez un kit avec de la ficelle à l'intérieur du bout, du strap, colle, du tape, un peu de caoutchouc. Ensuite vous avez la popote, donc plusieurs éléments. Deux gourdes, celle-ci peut me servir en particulier à faire bouillir de l'eau parce qu'elle est uniquement en inox. Ensuite vous avez la serviette de toilette ici, les habits de pluie, vous avez la trousse de toilette et enfin le sac. Alors je suis dans un très beau bois de chêne ici, une belle chaînée avec des chênes assez âgés. Le sol est tapissé de glands, c'est la saison. Alors il faut savoir que les glands renferment environ 50% de glucides, 50% d'amidon, ce qui en fait un très bon aliment de survie. Ça va constituer ce soir la base de mon repas. On va voir donc tout à l'heure comment les préparer, la meilleure technique simple, efficace en survie. Alors voilà ici une plante intéressante, c'est la lierre. Donc c'est une plante qui a goût d'ail. Pour la reconnaître, on froisse la feuille. Si ça dégage une forte odeur d'ail, c'est la lierre. Alors c'est la technique qu'on utilise pour ne pas confondre la plante avec une autre plante qui est le lierre terrestre, qui lui a une odeur camphrée. Bon, les deux sont comestibles. Donc il n'y a pas de problème. Il y a aussi du gaillet gratteron ici. Alors le gaillet gratteron, on le reconnaît facilement, hein, il s'accroche à tous les habits. Bon, il est un peu dur à cette saison évidemment, il n'est pas du tout frais. Je vais en prendre un peu quand même
on verra. Après, le gaillet gratteron, c'est une plante qui se mange crue ou cuite, qui a du goût, pas d'amertume. Donc intéressante aussi, plein de vitamines. Alors je vais établir le bivouac ici, je vous passe les modalités classiques pour la recherche, la préparation de l'emplacement que vous connaissez déjà si vous suivez les vidéos. Alors c'est une technique de tarpe que je vais utiliser aujourd'hui, très simple mais étanche. Donc ça fait aussi partie des montages les plus discrets et rapides. Donc je privilégie toujours les montages avec le tapis de sol intégré. On va voir comment je l'établis. Alors pour ce montage, j'utilise le tarp en ripstop de 3 mètres sur 3. Donc c'est une marque TOE, sans faire de publicité. Ils sont très bien, rapport aux sangles ici, et vous avez une sangle aussi au milieu du tarp. On va voir pourquoi et comment on s'en sert. Donc à ce niveau-là, je prends un petit bout de ficelle. Vraiment de taille minimum. On peut mettre une grande ficelle aussi, mais ça a peu d'intérêt. Suivant l'orientation de l'abri et de la végétation. Donc là, j'attaque. On va utiliser 3 sardines. Donc à l'angle, je mets une sardine. Sardine ici. Une autre à cet angle-là. Et pour finir, une dernière sardine ici, sur la sangle qui est au centre du tarp. Voilà, ensuite il va falloir ajuster à droite et à gauche et bien replier l'intérieur sous le tarp, ce qui fera tapis de sol. Alors pour l'intérieur maintenant, on étend bien le tarp de façon à se protéger du sol. Et pour la pluie, je vais vous faire voir une ou deux astuces. Alors pour se protéger un peu mieux, lorsqu'il y a une pluie importante, on utilise un bâton. Une paire de chaussettes. De façon à ne pas abîmer le tarp. Voilà. Là, vous allez faire quelque chose, même si vous avez du vent, vous aurez quelque chose de plus solide. Et s'il pleut beaucoup, je vous conseille même d'utiliser 2 tendeurs si vous en avez. Vous pouvez le faire aussi avec de la ficelle. Les tendeurs, c'est pas mal. Ça vous permet de faire des vraies gouttières. Voilà, donc lorsqu'il pleut, vous aurez intérêt aussi à ramener le tapis de sol vers l'intérieur. Et là, vous avez beaucoup d'eau qui s'écoule à ce niveau-là. Vous êtes complètement à l'abri. Alors maintenant, préparation des glands. Donc le maître mot pour la préparation des glands, c'est qu'il faut les découper en petits morceaux, les plus petits possibles, avant de les faire bouillir, et de les faire bouillir à plusieurs eaux. Alors suivant la variété des glands de chêne que vous trouverez, il faudra quelquefois les faire bouillir à 3-4 eaux, c'est-à-dire il
faut les faire bouillir 3-4 fois, 5 minutes à chaque fois. Donc il va vous falloir, suivant votre matériel de cuisson, évidemment, 1 heure, 1 heure et demie. Donc là, avec ce matériel, pas de fumée, c'est assez discret, ça fait un tout petit peu de bruit, mais il faut quand même être très proche pour entendre le réchaud. Hein. À 50 mètres, vous ne l'entendez pas. Alors en ce qui concerne le montage du tarp qu'on voit ici, c'est un de mes montages préférés. Pourquoi? Parce que c'est un montage qui est des plus discrets quand on veut éviter de se faire repérer. La silhouette est très basse, il est très rapide, je mets 4-5 minutes maximum à le monter, même dans sa configuration pluie. Et c'est un montage qui peut être abaissé encore si vous avez besoin d'avoir un profil très très bas selon la végétation. Alors en ce qui concerne l'alimentation de survie, maintenant il faut savoir que tout ce qui est tiges, nervures, feuilles, etc. va être l'équivalent des légumes verts. Donc ça va être riche en sels minéraux, riche en vitamines, riche en fibres, mais en revanche ça va être très pauvre en calories. C'est ce qui va être le plus facile à collecter dans la nature. Évidemment, il y en a une grande variété et en abondance, mais c'est pas ce qui va nous intéresser le plus pour une utilisation ponctuelle en survie. C'est pour ça qu'on va volontiers se concentrer sur des aliments riches en calories, riches en amidon ici, comme aujourd'hui les glandes de chêne. Alors regardons maintenant le kit pêche que j'ai amené, comment il est fait et ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un ensemble de pièces PVC, vous avez des bouchons qui sont collés, des bouchons, vous avez même un manchon ici qui forme une bobine et qui a été légèrement évasé au décapeur thermique. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Des lignes déjà montées, donc avec différents types d'hameçons. Il y a même des hameçons en spare. On va retrouver de ce côté-là un multitool, donc un multitool toujours intéressant à la pêche avec la pince, la petite paire de ciseaux, etc. Alors vous avez aussi une ligne avec bouchon déjà prête ici, déjà plombée, donc c'est plus rapide lorsqu'on est sur zone. Pour les montages du plomb, grenaille en spare. Ici des gros hameçons pour le vif éventuellement. Des vers synthétiques, vers et asticots synthétiques. Ça peut être intéressant aussi quand il n'y a rien sur zone pour faire des essais. Voilà. Et vous avez aussi une petite bobine de fil fin en spare de la même façon. Ici vous avez la fameuse bobine dont on va se servir le plus clair du temps. Donc c'est facile à lancer et c'est facile à ramener. Voilà. Donc évidemment, hein, suivant le type de pêche que vous ferez, vous aurez plutôt intérêt à utiliser certains éléments ou d'autres. Donc pour la fabrication
Ici, c'est du strap que j'ai mis là, de façon à avoir une bonne adhérence. Et on voit bien que c'est du PVC, un montage de PVC collé, formé. Et ici, donc, c'est un manchon qui a été formé sur le goulot d'une bouteille, de façon à l'évaser un petit peu, de façon à créer la bobine. Alors, lorsqu'il est fermé, c'est un kit qui est complètement étanche, évidemment, puisqu'il est en PVC. En revanche, si vous l'ouvrez, ça coule. Donc il faut faire attention au maniement et savoir exactement comment on s'en sert. Alors, quelques éléments supplémentaires maintenant. Les lunettes polarisantes, donc intéressantes pour repérer les poissons dans l'eau. Ça a pour effet d'éviter les reflets dans l'eau, ce qui vous permettra de voir les poissons beaucoup mieux et surtout dans la profondeur par rapport à l'œil nu. Donc il y a une foine ici qui est emmanchable, bien sûr. On va voir comment. Alors, en fait, on peut la mettre, là j'ai récupéré un bambou, on peut la mettre directement dans un bambou, hein, puisque c'est une vis à ce niveau-là. On peut aussi la ligaturer avec une ficelle, ou alors on peut aussi pré-percer, chauffer et l'emmancher sur n'importe quel morceau de bois. Et la lampe aussi, pour la lampe frontale, qui peut être utile si on veut pêcher à la foine, de nuit en particulier. Ça peut être quelquefois très efficace sur les poissons, les grenouilles, etc. Alors pour la foine, maintenant, je vais me la préparer pour demain. Demain, je me dirigerai sur une zone humide avec ruisseaux, rivières. Voilà, la dimension est bonne. Ça peut être un peu plus court, un peu plus long. Ça a l'air de bien tenir. On peut lui mettre une ficelle de façon à former une dragonne si on a peur de la perdre dans de l'eau profonde. Donc ça, on verra sur zone comment c'est. La nuit a été très humide, donc fraîche. Ce matin, je me fais un thé à l'aubépine, en fait avec des feuilles d'aubépine.
Alors les feuilles d'aubépine, c'est un très bon succès d'année de thé. Il faut le bouillir. Il faut les bouillir ces feuilles jusqu'à obtention d'un liquide orangé. C'est à ce niveau-là que c'est bon à consommer. Ensuite, pour le petit déjeuner, j'ai des baies de l'aubépine, qui sont les sénelles, pleines de vitamine C, assez farineuses, donc c'est consistant. Il me reste des noix. J'ai aussi des cynorrhodons. Alors ça, c'est la baie de l'églantier. Et des prunelles, qui sont les baies du prunelier. Donc il y a beaucoup de vitamines dans ces baies. Ça fera un petit repas starter. Alors pour la capture du poisson, si vous ne pêchez rien, assez rapidement, changez de zone, puis changez vos techniques de pêche. La pêche la plus intéressante en survie, c'est la pêche avec la ligne de fond, donc au cordeau, de nuit, car c'est une pêche passive qui correspond bien aux contraintes de la survie et qui est souvent très efficace dans toutes les régions du globe. Alors on met au crépuscule, on les met au crépuscule, on pose les cordeaux et on les relève avant l'aube, généralement. Bon, chose que je ne ferai pas ici, puisque je suis, on va dire, en itinérance. Donc vous aurez de très bons rendements, en particulier les nuits orageuses et noires. Quand on établit un campement, qu'on reste sur zone, qu'on reste sur un périmètre donné, on va utiliser les viscères des poissons qu'on a vidés de façon à piéger les petits carnivores, comme les mustélidés, qui sont tous comestibles. Donc les belettes, les blaireaux, les fouines, qui sont très répandus sur l'ensemble de notre territoire. Donc avec un bon piégeage, ça fonctionne à tous les coups pendant la nuit, tellement l'odeur est forte. Alors en ce qui concerne la collecte des protéines, j'ai tendance à me concentrer sur les plans d'eau. Donc disons qu'en situation de survie, si vous avez des plans d'eau à proximité, disons 70% environ des protéines animales viennent du plan d'eau. Alors pour en finir avec les commentaires sur les poissons, vous savez que c'est une très bonne source de protéines, de graisses, de vitamines, facile à collecter, on l'a dit. Il y a une règle à connaître, c'est que tous les poissons d'eau douce sur la planète sont comestibles. Alors vous avez une exception, c'est lorsque vous pêchez dans les bras de mer, vous pouvez avoir des poissons de mer qui sont dans ces endroits-là, au niveau des grands estuaires. Et les poissons de mer, il faut savoir qu'il y en a qui sont mortels ou toxiques, très toxiques. Donc il faut éviter ces zones-là quand on ne connaît pas les variétés de poissons. Et ensuite, vous avez les poissons dangereux, mais qui restent comestibles, comme les piranhas, les anguilles électriques ou les raies d'eau douce. Mais bon, c'est plutôt en Amérique du Sud, on n'en a pas dans nos régions.
Maintenant, je vais préparer une petite brochette par poisson. Donc il y a 4 poissons, 4 petites brochettes avec un bois non toxique, bien sûr, ici du noisetier. Alors là, la technique pour fendre un bâton en deux correctement, je vous l'avais donné dans une vidéo précédente. Voilà, donc là on est à peu près bien. Voilà, j'efface les traces au maximum maintenant, de façon à laisser la parcelle telle que je l'ai trouvée au départ. Alors j'ai fait du feu qui est totalement arrêté maintenant, complètement enfoui, éteint. Alors il faut savoir que évidemment c'est pas ce qu'il y a de plus discret, donc il vaut mieux dégager la zone le plus rapidement possible maintenant, de façon à rester furtif dans mes déplacements. Le repas a duré environ 1 heure, donc ça reste quand même admissible, assez rapide. Il me reste environ 2 heures, 2 heures et demie de marche. J'espère que l'ensemble du sujet vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de futures vidéos.